c'était un peu plus long et que je l'ai autorisé à le faire. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moulin, tout d'abord, j'ai évidemment pris connaissance des réponses que vous avez faites à la questionnaire de Monsieur Brun et un certain nombre de réponses ont d'ores et déjà été données et je vais rebondir sur quelques sujets. Vous avez évoqué lors de votre intervention et vos réponses aux questions du Président et de Monsieur le rapporteur la question du prêt immobilier, qui est un sujet quotidien pour les Français, avec cette règle du taux d'effort. Et cette règle du taux d'effort, vous en êtes fait le défenseur ardent il y a encore quelques instants. Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas d'évolution possible toutefois vers une notion de reste à vivre? Parce que, au fond, on nous répond face au taux d'effort que les banques ont une marge de flexibilité et on entend par ailleurs que la marge n'est pas remplie. Cela signifie que peut-être les banques ne vont pas jusqu'au bout de la flexibilité qui leur est offerte. Est-ce que l'introduction d'un seuil indicateur de reste à vivre ne serait pas intéressant? Deuxième point, et vous l'avez rapidement évoqué sur la question du BAL 4, enfin BAL 4, le mal nommé, on va dire le BAL 3 et suite et fin, on va dire. Les règles prudentielles sont évidemment renforcées de façon assez considérable. Est-ce que vous croyez que ces exigences en fonds propres qui vont augmenter peuvent avoir un effet sur cette caractéristique très française du recours au taux fixe? La France, les Français bénéficient du taux fixe, beaucoup plus que nos voisins, comme vous le savez. Est-ce que vous voyez une menace dans le renforcement des exigences de renforcement de fonds propres des établissements sur le recours au taux fixe? Est-ce qu'en gros, est-ce qu'il y a un cheval de Troie à craindre sur la réalité de ces taux fixes? Troisième question sur l'euro numérique. Alors, vous en avez largement parlé avec M. Brun, qui lui-même vous avez déjà posé beaucoup de questions sur le sujet. Très clairement, les banques françaises expriment, cela a été dit, leur crainte sur l'euro numérique, la crainte que désormais, évidemment, une partie des dépôts ne se fasse plus chez eux et que donc, du coup, elles menacent, enfin, elles disent leur crainte de voir leur capacité de prêt aux Français diminuer. Donc j'aimerais que vous nous disiez quelle est votre analyse de ce risque réel. On nous dit que l'euro numérique est un élément de souveraineté, indubitablement, mais le GIE, Véro, il y a des outils, certes privés, mais il y a des outils aujourd'hui de souveraineté. Nous ne sommes pas totalement déshabillés. Donc est-ce que la balance risque-bénéfice de l'introduction de cet euro numérique n'est pas surestimée? J'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Point suivant, quatrième point sur les risques. Le président Coquerel a listé un certain nombre de risques qui étaient pendants actuellement. Il a cité la question du changement climatique, la cybersécurité, la fraude, et vous-même avez rebondi là-dessus. Que pensez-vous des risques et comment les analysez-vous aujourd'hui? Les risques de la dette privée, qui est un risque qui n'est pas que nord-américain, et j'aimerais avoir votre analyse là-dessus, et le risque lié à une éventuellement crise des crypto-monnaies. Et enfin, dernier point, sur la situation financière de la Banque de France comme établissement, qui n'a pas fait d'ailleurs l'objet de questions de la part du rapporteur, donc je complète l'excellent questionnaire du rapporteur sur cette question, puisqu'après des années 2022 et 2023 qui ont été marquées par un résultat à zéro, une année 2024 très déficitaire, 7,7 milliards, on a eu une année 2025 avec un résultat à 8 milliards, d'ailleurs un versement à l'État de 2,2 milliards, un niveau historiquement haut au cours des dernières années. Comment vous expliquez ces fluctuations, en fait, qui sont très importantes, sachant que de plus, le résultat 2025 s'explique par cette fameuse opération que nous avons tous appris par la presse, d'une réalisation d'une plus-value. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit une plus-value parce que c'était en réalité une question d'inscription sur la vente d'une partie de stock d'or. Donc, quelle est votre analyse sur l'état financier de la Banque de France comme institution? Voilà mes questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Fermez votre micro. Donc je vais aborder
l'ensemble des points. Sur le reste à vivre, effectivement, c'était un élément qui était dans la proposition de votre collègue Lionel Causse. Je pense que c'est malheureusement un critère ou un indicateur qui est très contingent. En fait, le reste à vivre, il dépend beaucoup de la situation individuelle d'une personne, sa situation familiale, son niveau de dépenses, etc. Donc, c'est très difficile d'en faire un critère objectif et qui puisse être contrôlé par les banques. Donc, moi, je ne suis pas favorable à cette évolution. Je pense qu'il y a une marge de flexibilité qui permet de prendre en compte les nécessités de certains emprunteurs, en particulier souvent dans l'investissement locatif. Hein, c'est surtout ça dont on parle, pour des revenus relativement élevés. Hein, et je pense que ces cas-là peuvent être traités au sein de l'enveloppe de flexibilité. Ensuite, sur le taux fixe, vous avez raison, c'est une particularité française qui n'est pas partagée par beaucoup d'États européens et qui peut faire l'objet d'interrogations de la part de certains régulateurs, parce que, évidemment, le risque de taux, il est pris par les banques. C'est tel qu'il absorbe. Et évidemment, un superviseur bancaire préférerait bien plus que ce soit pris par les emprunteurs plutôt que par les banques. Moi, je pense que c'est un système qui est un bon système, qui est favorable au développement du crédit immobilier, qui est sécurisant pour les emprunteurs. Quand on voit l'augmentation des prix des mortgages aux États-Unis ou même en Grande-Bretagne à l'heure actuelle, c'est un risque très élevé qu'on ferait peser à nos concitoyens. Et donc je suis favorable à défendre ce modèle qui a démontré sa sécurité, sa résilience, comme on dit aujourd'hui, avec de très faibles taux de défaut. Sur l'euro numérique, vous m'avez interrogé sur la souveraineté. Je pense que nous devons... l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je crois que l'équilibre en matière monétaire, il s'est toujours fait historiquement avec des monnaies centrales, des monnaies banques centrales, des monnaies publiques et des monnaies privées. C'est une caractéristique qui permet d'assurer, je pense, la confiance des citoyens dans la monnaie, d'avoir toujours un recours à une monnaie publique, à une monnaie de banque centrale. Et le risque est que, évidemment, avec le développement des paiements numériques, la baisse de la circulation financière, on perde totalement ce lien entre le citoyen et la monnaie publique. Donc c'est l'objet de l'euro numérique, qui est un billet, en quelque sorte numérique, comme l'a très bien dit François Villeroy de Galhau. Mais ça n'empêche pas de développer aussi des solutions souveraines, notamment sur les paiements par carte. Nous, en France, nous avons la chance d'avoir, depuis 1982, de 84, je crois, depuis Pierre Bérégovoy, un GUE carte bancaire qui nous assure une autonomie sur les paiements au sein du territoire national. Mais dès que nous voulons payer en Allemagne, en Espagne, nous devons passer par Visa Mastercard. Et ça crée une dépendance très forte. Et en particulier, on a vu avec l'exemple du juge Guillou que j'ai rencontré, le risque que ça peut avoir lorsque des sanctions sont prises. Et donc je suis favorable effectivement au développement de la connectivité des différents systèmes de cartes bancaires avec les projets Wero et Europea, et donc sur lesquels travaillent les banques privées. Vous m'avez interrogé sur le risque sur la dette privée. C'est effectivement un encours de, je crois, 1 500 ou 2 000 milliards. Principalement quand même aux États-Unis, avec des risques qui se sont matérialisés aux États-Unis. En Europe, cela nécessite effectivement de la vigilance. Un élément quand même, c'est qu'il y a beaucoup moins d'effets de levier qu'il ne pouvait y en avoir lors de la crise de 2008. Donc c'est un volume plus petit, et puis c'est un volume qui est beaucoup moins leveragé et beaucoup moins diffusé dans l'ensemble du système financier. Mais évidemment, c'est une préoccupation que nous devons avoir, y compris sur les crypto-monnaies. Bon, là, il y a eu plusieurs crashs des crypto-monnaies, hein, notamment en 2022, le crash du Bitcoin. Ça n'a pas entraîné des éléments systémiques. Et puis, vous m'avez interrogé sur la situation financière de la Banque de France. Elle est très solide. Avec des réserves importantes et plus de reports à nouveau négatifs. Mais effectivement, les résultats de la Banque de France ont été très fluctuants au cours de ces dernières années, liés aux opérations de politique monétaire. Puisque lors des mesures de politique non conventionnelles
les banques centrales de l'Eurosystème ont acheté des titres publics avec des taux d'intérêt très faibles, autour de 0%, et à maturité longue. Donc elles ont ça à l'actif, peu de rémunération, de l'ordre, je crois, de 0,68%, je crois, de rémunération. Et puis, au passif, il y a un excédent de liquidité qui est déposé par les banques et qui est rémunéré au taux au jour le jour, c'est-à-dire enfin au taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne, et qui a monté jusqu'à 4% et qui aujourd'hui se situe autour de 2%. Et donc il y a une distorsion, une différence entre l'actif et le passif qui a créé ces pertes importantes sur le revenu monétaire. Alors ça a été le cas en 2024. Elles ont beaucoup diminué, elles sont passées de 15 à peu près 5 milliards, les pertes sur le revenu monétaire, et elles ont été compensées par une opération spécifique sur l'or, qui est une opération que mène depuis de nombreuses années la Banque de France, qui consiste à aligner le stock d'or sur les meilleures qualités de stock d'or, et notamment le London Bullion Association. Et donc, il y a eu une opération sur à peu près 130 tonnes d'or qui n'était pas au standard international, qui est au standard américain. Et donc, il a été donc de l'or qui n'était pas au bon standard a été vendu, et de l'or au bon standard a été acheté. Et donc, il y a eu une plus-value, effectivement, qui est une plus-value comptable, essentiellement, puisque le stock d'or est inscrit dans les livres de la Banque de France à son coût historique, et donc qui a permis de dégager une plus-value, je crois, de l'ordre de 13 milliards, ce qui fait que la Banque de France a eu un bénéfice de l'ordre de 5 milliards en 2025. Je crois que François Villeroy, on ne peut que se réjouir des bons résultats de la Banque de France, puisque, je rappelle, François Villeroy de Galhau, je crois, vous a dit que la Banque de France avait versé à peu près 32 milliards depuis 2015